Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le livre sur les bases de données NoSQL dans le cadre des enjeux du Big Data. Cette vidéo a été réalisée par Axmepan, Saber Haridi et Philippe Lacombe, qui sont les co-auteurs du livre paru chez Ellipse dans la collection TechnoSub. Nous vous invitons à prendre contact avec nous, par email par exemple, mais aussi à consulter nos différents profils sur Amazon. Par exemple, vous trouverez dans le profil de Philippe Lacombe une description des livres précédemment publiés, ainsi que des liens vers par exemple une chaîne YouTube. Le profil de Axmepan, toujours sur Amazon, donne un résumé d'un livre sur les bases de données dont il est le co-auteur et qui est paru il y a de cela quelques années. Le livre dont vous consultez la vidéo d'accompagnement est paru dans la rubrique TechnoSub, dans la collection TechnoSub gérée par l'éditeur Ellipse. Ceci enrichit les trois précédentes contributions, l'une sur la programmation linéaire, l'autre sur les technologies d'accès aux données, et la dernière sur les web services. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Alors, la première étape de notre travail consiste à récupérer la dernière version de Redis. Il faut se rendre sur le site web de Redis, l'adresse est redis.io, et consulter la section Download qui normalement se trouve au centre du navigateur. Dans cette section Download, on peut accéder à l'ensemble des informations sur l'ensemble de tous les téléchargements possibles. Donc on obtient ici une liste de versions, et la version qui nous intéresse plus particulièrement pour ce livre, c'est la version Windows, qu'on retrouve regroupée en bas de la ligne dans la section Win64. Cette version, en fait, c'est un port qui a été effectué à partir des codes sources, et lorsqu'on utilise le lien pour accéder à ce port, on va se retrouver directement sur le site de GitHub qui, en l'occurrence ici, héberge le projet. Il suffit alors d'utiliser le bouton Download Zip pour obtenir une archive qui ici est l'archive redis-2.6 qui correspond à la version 2.6 de Redis, et il est fort probable qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, vous aurez une version beaucoup plus récente de l'environnement Redis. La suite est relativement simple. Nous vous conseillons de vous rendre à la racine de votre disque dur, ces deux points, et par un simple drag and drop, pour peu que vous utilisiez le navigateur Firefox, de recopier l'archive à la racine du disque dur en procédant comme ceci. L'archive est maintenant présente sous la racine. Dans le menu contextuel sous Windows, il suffit de choisir Extract Here pour que apparaisse rapidement un répertoire nommé Redis 2.6, dans lequel va se trouver un sous-répertoire particulier nommé MSVS, et c'est ce répertoire-là qui maintenant va nous intéresser plus particulièrement. Alors, il s'agit maintenant de recompiler les codes sources. Il faut disposer pour cela d'un environnement de travail de type Microsoft Visual Studio. Le code source se trouve dans le répertoire MSVS, et il y a dans ce répertoire un projet au format Microsoft Visual Studio. Donc ici, nous allons ouvrir ce projet à l'aide de Microsoft Visual Studio 2012. Et au démarrage
de ce projet qui a été créé au départ en Visual Studio 2010, l'environnement Visual Studio 2012 va demander s'il est nécessaire ou non de mettre à jour les éléments du projet. Il faut bien entendu accepter ces modifications. Une fois ces modifications acceptées, cela va prendre quelques minutes sur votre environnement de travail. Il suffit ensuite de régénérer la solution et en bas de votre écran, vous devriez voir défiler l'ensemble des fichiers qui sont reconfigurés. À la fin de cette compilation, vous devriez obtenir un message du type génération terminée avec 0 erreur détectée. Nous vous invitons maintenant à examiner le contenu du répertoire debug qui doit contenir maintenant un grand nombre de fichiers, dont plusieurs fichiers exécutables. Les deux qui nous intéresseront dans ce chapitre sont redis-cli.exe et redis-server.exe. Alors, afin de vérifier que votre environnement a été correctement créé, allez dans le menu Démarrer et lancez une invite de commande MS-DOS. Avec cette invite de commande, déplacez-vous dans le répertoire Redis, puis dans le répertoire MSVS et encore dans le répertoire Debug. Une fois dans le répertoire Debug, vous pouvez lancer l'exécutable redis server.exe. Cet exécutable va faire apparaître sur votre écran le numéro de la version de Redis, en ce qui nous concerne la version 2.6, et va afficher en plus le numéro de port utilisé par le serveur Redis. Donc si vous avez obtenu cet affichage sur votre PC, vous avez maintenant un environnement de travail que nous allons pouvoir utiliser en créant cette fois des clients. Nous allons maintenant tester, du moins partiellement, le client Redis. Pour cela, nous vous invitons à ouvrir une fenêtre MS-DOS et à vous rendre dans le répertoire MSVS Debug. Dans ce répertoire, il existe un exécutable, redis-cli.exe, qui correspond à un client. Comme on peut le voir dans la fenêtre MS-DOS, ce client se connecte sur le serveur Redis via le port 6379. Alors, les capacités de ce client ont été très largement développées dans le chapitre Redis du livre. Dans cette vidéo, nous allons nous contenter de rappeler quelques éléments fondamentaux. Alors, commençons par le plus simple, à savoir la notion de type string. En ligne de commande, on peut définir des variables et leur affecter une valeur. Par exemple, ici, il a été défini une variable compteur à laquelle la valeur 10 a été affectée. Et sur cette variable, on peut effectuer les opérations de base telles que incrémenter le compteur ou bien lire la valeur du compteur. Et nous retrouvons ici, via la commande getCompteur, le contenu de cette variable. Alors, à côté de cela, Redis offre des notions de type extrêmement évoluées. Il est difficile d'en faire la liste complète. On peut toutefois signaler la présence de type liste.
Alors, ces listes se définissent par les commandes rpush, par exemple. Lorsqu'on veut définir une liste message contenant bienvenue dans Redis, on peut comme cela ajouter comme premier élément de la liste bienvenue dans Redis. Et on peut comme cela réitérer l'opération autant de fois que nécessaire. Et si on souhaite afficher le contenu de la liste, cela se fait en précisant le nom de la liste et les cases que l'on souhaite ici ajouter, le nombre de cases. Ici, on obtient lrange message 02, on retrouve les deux chaînes de caractères, bienvenue dans Redis, et ceci est un exemple. Alors les listes font partie des types très intéressants proposés par Redis et qui vont, nous allons le voir par la suite, nous aider dans la définition d'un schéma correct et efficace dans les bases de données NoSQL. Ces notions de liste sont complétées par les notions de hash et elles sont regroupées par des commandes qui commencent par la lettre H. Ainsi, en faisant h7 mon h durant mon premier roman, eh bien, on définit un hash et on associe à la clé durant la valeur mon premier roman. On peut recommencer. Mon h Tintin. De cette manière-là, on associe à la clé Tintin la valeur un livre scientifique. On peut obtenir le contenu du hash en faisant hget mon hash et on a comme résumé la clé durant la valeur mon premier roman, à nouveau la clé Tintin et à nouveau la valeur associée un livre scientifique. Cette notion de h7 est très importante et elle est complétée par la notion de set. Et comme cela est détaillé dans le chapitre, eh bien l'ensemble des commandes liées au set commence par la lettre S. Ainsi, on pourra définir un ensemble correspondant par exemple au roman en faisant SADD, roman, Tintin, ce qui signifie que dans l'ensemble des romans, on vient de rajouter l'information Tintin. Ici, notons que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul intérêt est un exemple pédagogique qui va nous montrer comment on manipule ces ensembles-là. Et ici, à nouveau, nous avons rajouté un élément durant dans l'ensemble roman. On peut recommencer, manipuler comme cela plusieurs ensembles. Exemple, on peut ici manipuler un ensemble base de données et mettre comme nom Manning, un auteur de bande dessinée relativement connu. Et sur ces ensembles, on a un certain nombre d'opérations possibles. Par exemple, on peut les fusionner, donc on peut fusionner roman et base de données, et on obtient ici l'ensemble Manning, Tintin, Durand. Comme on le voit, nous avons ici, avec le type set, une structure extrêmement évoluée qui va nous permettre de faire des choses relativement complexes avec un minimum d'effort. Encore plus sophistiquée et offrant encore plus de possibilités, la notion de set trié. Alors le set trié, c'est un ensemble qui va contenir des éléments que l'on va munir d'une valeur qui va nous servir en quelque sorte de clé de tri. Prenons l'exemple d'un ensemble de livres. Supposons que la valeur qui va nous servir de tri soit le prix du livre.
Eh bien ici, nous allons définir que l'élément mon premier roman a une clé de valeur 60 et est stocké dans l'ensemble livre. Si on réitère l'opération qu'on ajoute dans l'ensemble trier livre, un autre livre, un livre scientifique avec une clé de 10, avec une valeur de 10, on obtient à ce moment-là un ensemble livre dont le contenu, désolé, je me suis trompé, c'est un Z-range, dont le contenu apparaît cette fois-ci trié. On va bien retrouver le livre scientifique en premier, car la valeur associée est 10, et mon premier roman en deuxième, car la valeur associée est 60. Alors, comme nous allons le montrer par la suite, ces types vont former le support qui va être utilisé pour construire des bases de données NoSQL dans le cadre de Redis. Donc, ce qu'il faut mémoriser, c'est ces différents ensembles, leurs caractéristiques, et nous vous invitons à relire le plus attentivement possible les pages du livre qui présentent de manière détaillée ces différentes commandes, et si vous le pouvez, à vous familiariser avec ces commandes en utilisant le client proposé par défaut par Redis. Nous reviendrons toutefois sur ces commandes par la suite, et plus exactement, nous reviendrons sur ces commandes au moment où nous allons réaliser nos premiers programmes Java, puisque en Java, nous allons bien entendu utiliser ces notions de type. Rendez-vous sur le site de GitHub, sur lequel il est possible de trouver un client nommé G10. Sur le site de GitHub, il est possible de télécharger un fichier .zip nommé g10-master.zip et qui contiendra le client G10 qui sera utilisé dans la suite de cette présentation. Nous vous invitons donc à récupérer ce fichier qui va nous servir ensuite au développement Java. Alors comme vous pourrez le constater, ce qui a été téléchargé du site est en fait l'ensemble des codes sources, ce qui va obliger à recompiler l'ensemble de tous ces éléments. C'est possible, toutefois ce n'est pas la méthode la plus rapide. Nous vous invitons à vous connecter sur le site mvnrepository.com, un site bien connu des développeurs Java, et sur ce site à rechercher le client G10 correspondant à la version que vous souhaitez. Pour les besoins de la démonstration, ici il a été recherché la version G10 2.2.1. Sur ce site qui référence l'ensemble des fichiers .jar disponibles, on peut très facilement trouver le fichier G10 jar et ainsi le récupérer. Ensuite, pour les besoins du développement Java, il est conseillé de créer un répertoire, ici nommé demo_redis à la racine du disque dur, et il ne reste plus alors que simplement à faire un copier-coller de ce fichier dans le répertoire demo_redis pour qu'on puisse par la suite le réutiliser dans le développement Java. Bien sûr, il vous aurait été aussi tout à fait possible de récupérer ce .jar directement en le recherchant sur le site GitHub qui vous avait été précédemment proposé. Alors pour les besoins de l'exemple, il faut démarrer l'environnement de développement NetBeans, ici NetBeans 7.4, et créer un programme du type Java Application. Comme cela est suggéré dans le chapitre du livre, le projet
peut avoir comme nom par exemple test G10, et pour des raisons de simplicité, nous vous suggérons de stocker le contenu de votre travail directement à la racine du disque dur dans le répertoire démo Redis, comme cela, qui contient déjà le fichier .jar qui a été précédemment téléchargé. Une fois le programme ainsi créé, on obtient un projet vide avec uniquement une fonction main. La première chose consiste à ajouter dans la section librairie le fichier .jar que nous avons téléchargé précédemment. Ce fichier se trouve sur le disque dur dans le répertoire démo Redis et ce fichier s'appelle g10-2.2.1 sur notre exemple. Une fois ajouté dans le projet, dans la section librairie, on retrouve le fichier .jar. Il est alors possible de réaliser un programme G10 minimal. Pour cela, il suffit de déclarer une variable du type G10 et de l'initialiser en appelant son constructeur. Le paramètre du constructeur doit être le nom de la machine sur laquelle le serveur a été activé. Ici, il s'agit de la même machine que notre machine de développement. Nous sommes donc connectés en localhost. Pour les besoins de notre exemple, nous allons reprendre l'exemple le plus simple que nous avons fait précédemment en ligne de commande. Ainsi, nous allons pouvoir ajouter un set. Remarquez bien ici que lorsqu'on tape le nom de la variable G10 qui vient d'être créée, et lorsqu'on fait la complétion automatique, on voit tout de suite apparaître l'ensemble de tous les types, du plus simple au plus sophistiqué, que propose l'environnement Redis. Ici, nous allons simplement créer un set dans lequel le premier élément est, par exemple, durant, et le deuxième, ici, le deuxième paramètre devrait-on dire, mon premier roman. Il est alors possible de réaliser sur ce set les mêmes opérations que les opérations qui ont été faites en ligne de commande. Ainsi, si on cherche dans ce set quelle est la valeur correspondant à la clé du rang, il suffit d'écrire g10.get et passer ici en paramètre le mot du rang. On peut alors facilement réaliser un affichage comme celui-ci dans lequel on va récupérer une chaîne de caractères, normalement ce devrait être mon premier roman, et réaliser l'affichage. Il suffit maintenant de compiler et d'exécuter pour voir apparaître à l'écran valeur égale mon premier roman. Voilà, c'est extrêmement simple. Nous venons de faire ici un programme Java extrêmement simple qui se connecte sur le serveur de base de données NoSQL Redis. Prenons maintenant le deuxième élément de base que nous avons présenté il y a de cela quelques minutes en utilisant le client Redis par défaut, à savoir la notion de liste. Nous sommes dans le même cas de figure que précédemment, c'est-à-dire que nous avons ici introduit une variable de type G10 qui se connecte sur le serveur Redis. Les listes sont rassemblées sous les commandes qui sont de la forme R quelque chose, et pour les besoins ici, nous allons par exemple
associer à la clé message Java la valeur bienvenue dans Redis, suivi de, toujours pour la même clé, ceci est une démonstration. Espérons-le clair. Évitons de mettre des accents. Donc cette notion de liste est très intéressante. Nous avons vu tout à l'heure en ligne de commande qu'il était possible d'afficher de manière extrêmement simple le contenu de la liste. En Java, cela va passer par l'utilisation du type list, bien connu des programmeurs Java, et on peut interroger à ce moment-là la variable G10 en précisant ici le type de la clé. Le type de la clé c'est message Java. Le numéro de départ est ici le numéro de fin. On peut alors très facilement parcourir l'ensemble de tous les éléments comme cela en utilisant l'attribut valeur size comme cela. Voilà. Sachant que, bien sûr, il faut faire les imports corrects. Le plus simple est de laisser Java, l'environnement NetBeans, plutôt, se débrouiller tout seul pour trouver les bons imports. Donc voilà maintenant, avec un type list parfaitement bien identifié, on peut alors simplement réaliser un affichage comme cela. Et pour accéder à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'élément en position i, il suffit d'utiliser la méthode get. Ainsi, on obtient valeur.get entre parenthèses i, et en théorie, on devrait voir apparaître à l'écran bienvenue dans Redis, ceci est une démonstration, espérons-le clair. Et c'est bien ce qu'on obtient ici en sortie. Donc, comme on le voit apparaître ici encore plus clairement dans le code Java, Redis est bien une base de données de type clé-valeur. Ici, nous avons comme clé message Java et comme valeur un ensemble de chaînes de caractères. Comme le type que nous avons choisi ici est un type list, il est possible d'associer pour une clé donnée plusieurs éléments différents, ici en l'occurrence 3 chaînes de caractères. Alors, en ce qui concerne le type H, que nous avons précédemment évoqué, on se retrouve dans notre environnement Java devant une syntaxe extrêmement proche que la syntaxe précédente. La seule différence, c'est qu'il faut faire intervenir ici un H7. Rappelons-le que nous avions appelé mon H7 en ligne de commande. Ici, nous l'avons appelé mon H7 Java, dans lequel nous allons introduire des couples durant mon premier roman, Tintin, un livre scientifique, et Milou, être le chien 2, par exemple. Le parcours d'un H7 se fait en passant par une map, elle aussi bien connue des programmeurs Java. La récupération du H7 se fait par l'appel de la méthode hgetAll, et il suffit alors, à l'aide d'un itérateur, comme celui-ci, de parcourir le contenu de la map pour pouvoir accéder à ce moment-là aux différentes informations stockées. Par exemple, ici, nous obtenons Milou, être le chien 2, durant mon premier roman, Tintin, un livre scientifique, comme cela apparaît en bas de notre
environnement. De manière similaire, pour un set, on aurait utilisé la fonction sadd, comme là on fait en ligne de commande. Et si on reprend l'exemple des romans et des bases de données, on va retrouver un code extrêmement lisible. Les 3 premières lignes ici permettant d'ajouter 3 romans, 3 auteurs de romans pour être plus précis, les 3 dernières, 3 auteurs de bande dessinée, et on a la possibilité à ce moment-là de faire une union, comme nous l'avons fait précédemment en ligne de commande. Pour récupérer le contenu d'un ensemble, il suffit de passer par un set, comme nous avons l'habitude de le faire en Java. Il est aussi possible de parcourir tous les éléments de ce set en définissant un itérator. Par exemple ici, l'ensemble de tous les auteurs ayant été concaténés dans un set, il a été introduit une variable it du type itérator, et on peut alors ensuite, avec une boucle while, parcourir le contenu de cet ensemble. Des exemples liés aux autres types sont détaillés dans le chapitre du livre et nous vous invitons à vous reporter aux explications qui sont dans le livre. Voilà, cette petite introduction étant terminée, nous allons dans la section suivante nous intéresser plus particulièrement à la base de données auteur. Nous nous intéressons ici à une base de données extrêmement simple, composée d'un ensemble d'auteurs sur notre droite et d'un ensemble de livres. Dans le modèle relationnel classique, cela donnerait lieu à une modélisation dans laquelle, sur la table de gauche nommée livre, eh bien, on modélise le fait qu'il y a un ensemble de livres et que le numéro du livre peut être considéré comme étant la clé primaire, les attributs étant dans ce cas le titre et le prix, et sur la droite, une table auteur pour laquelle la clé primaire pourrait être le numéro d'auteur avec le nom, le prénom et le domicile comme attribut. Étant donné que la relation écrire qu'il y a entre livre et auteur, ou entre auteur et livre, est une relation du type 1-1, dans le sens où un livre a été écrit par un et un unique auteur, eh bien, une solution tout à fait classique du modèle relationnel consisterait à rajouter un attribut dans la table livre, cet attribut représentant le numéro de l'auteur ayant écrit le livre. On se trouve ici dans un schéma classique de base de données. Pour les besoins de cet exemple, nous vous invitons à construire un programme Java muni d'une fenêtre qui va se diviser en 4 grandes parties. La partie du haut, qui va être en fait une zone de saisie dans laquelle l'utilisateur final va pouvoir rentrer des informations sur un auteur, son nom, son prénom, son domicile, son numéro, et une fois ces saisies effectuées, il pourra cliquer sur le bouton Ajouter, que l'on voit ici à droite, pour que cet auteur soit ajouté dans la base de données. De la même manière, on va retrouver en dessous une zone réservée aux livres, puis finalement une zone ici réservée à la relation. On demandera à ce moment-là de saisir le titre d'un livre, le nom d'un auteur, et on ajoutera cette information dans la base au moment du clic sur le bouton Ajouter. La dernière partie de cette fenêtre, c'est toute la partie du bas dans laquelle on a ajouté un bouton démonstration qui contiendra un code Java minimaliste mais permettant toutefois de saisir, de remplir la base avec des informations par défaut, celles que nous venons de vous présenter à l'instant, puis 2 autres boutons qui vont être réservés à un affichage
simple des livres et des auteurs. La zone blanche en dessous étant une zone d'affichage de type textarial. Alors, une fois cette fenêtre construite, nous vous conseillons de suivre le déroulement qui est proposé dans le chapitre, à savoir, dans un premier temps, d'ajouter le code Java derrière le bouton démonstration, ce code Java permettant d'ajouter une liste d'auteurs, une liste de livres, en se basant sur les informations que nous avons présentées il y a de cela quelques instants. Alors, pour pouvoir réaliser ce travail correctement, il faut bien entendu faire des choix de modélisation corrects dans le cadre proposé par Redis. La première difficulté consiste à modéliser ou à faire un choix de modélisation pour les informations qui sont des informations de type auteur. Alors, ce que nous avons détaillé dans le livre, ce sont les règles de transformation de notre vision classique du modèle relationnel vers la vision clé-valeur qui est ici introduite par Redis, sachant que Redis a comme particularité de nous offrir des outils extrêmement puissants de modélisation, comme nous avons tenté de le montrer, qui sont des listes, des sets et des HC. Ici, l'idée que nous vous conseillons d'exploiter dans un premier temps consiste à tirer profit de la notion de H7 comme un outil permettant de modéliser ce que dans le modèle relationnel on considérait comme quelque part la table auteur. Ainsi, si on définit le H7 auteur, on peut définir que la partie clé ici c'est le numéro de l'auteur et que le nom de l'auteur c'est la partie valeur. Toute la difficulté consiste alors à définir correctement ce H7. Il y a deux grands choix possibles. Le premier consiste à utiliser dans la partie clé uniquement les numéros et à mettre dans la partie valeur uniquement le nom. Et la deuxième, de faire un mix entre les deux. C'est ce qui est proposé ici. C'est ce que nous vous proposons de faire. L'avantage de cette deuxième solution, c'est qu'elle va vous permettre de retrouver de manière extrêmement efficace le numéro d'un auteur connaissant son nom, mais aussi de retrouver le nom d'un auteur connaissant son numéro. L'inconvénient, c'est qu'on mélange dans ce H7, dans la partie clé, des informations qui sont de nature différente, ce que, habituellement, il est conseillé de ne pas faire. Toutefois, nous vous invitons à suivre cette recommandation de sorte que vous puissiez constater dans la mise en œuvre de la solution quels sont les points forts et les points faibles de cette modélisation. En associant un nom avec un numéro, on a ainsi reproduit quelque part ce qu'on a l'habitude d'avoir sous la forme d'un index dans les bases de données relationnelles classiques. On peut alors facilement imaginer introduire pour chaque valeur de clé un set. Ainsi, pour l'auteur Castafiore, on pourra créer un set dont le nom, dont la clé sera 85 478. Ainsi, à partir du H7 introduit en premier, il sera créé autant de sets qu'il y a de numéros d'auteurs différents. Et connaissant la clé, c'est-à-dire le numéro de l'auteur ici, par exemple Castafiore, on pourra, de manière extrêmement efficace, accéder aux informations de l'auteur Castafiore. On découvre ici l'une des règles de transformation de base qu'on doit appliquer ou qu'il est conseillé d'appliquer dans l'environnement Redis, à savoir qu'il est naturel de modéliser la table auteur sous la forme d'un set
mais ce qu'on a l'habitude d'appeler un tuple dans le modèle relationnel classique se représentera ici sous la forme d'un set, ce qu'on voit très bien sur l'exemple de ce transparent. Partant de là, il est relativement aisé d'introduire derrière ce bouton démonstration un H7 pour les auteurs qui peut ressembler à cela, puis pour chaque numéro d'auteur, un set qui va permettre de stocker les informations de l'auteur, son nom, son prénom, mais aussi son domicile. Alors, ce qu'on vient de décrire pour les auteurs se rapplique de manière quasiment identique pour les livres, sauf que là, dans le but de varier l'exercice, nous proposons de créer un H7 dans lequel la clé primaire sera uniquement composée du numéro du livre, ce qui ne vous permettra pas, connaissant le titre d'un livre, de retrouver facilement le numéro du livre, sauf à parcourir le H7 du livre. Et comme précédemment pour les auteurs, il faudra créer un set par livre, dit autrement, chaque tuple de la table livre se modélisera sous la forme d'un set. Ceci apparaît clairement ici. On voit bien que dans le H7, on a déclaré dans le H7 livre comme clé 10101 qui est le numéro, qui est la clé du livre, le titre A, et qu'on retrouve dans le code la notion de set, le set ayant pour clé ou pour identifiant 10101, et on va dérouler ce set avec le titre, mais aussi le prix, et si on disposait d'autres informations encore, de toutes les informations relatives au livre. Alors, en ce qui concerne la relation, eh bien, on peut appliquer une démarche rigoureusement identique. Par exemple, il suffit de définir un set pour chaque relation modélisant le fait que le livre 10101 par exemple a été écrit par l'auteur de numéro 85 478. Si l'objectif est de pouvoir, à partir d'un auteur, retrouver facilement quel est le numéro du livre qui a été écrit, le plus judicieux consiste alors à définir un set de telle sorte que le nom du set prenne en compte le numéro de l'auteur. Dit autrement, la clé primaire de la table auteur qu'on aurait eue dans le modèle relationnel classique sert à définir le nom de la relation, c'est-à-dire du tuple de la table relation qu'on aurait pu, si on l'avait souhaité, introduire dans le modèle classique. Par exemple, pour modéliser le fait que l'auteur Castafiore de numéro 85 478 a écrit 2 livres, le premier de numéro 10101 et le deuxième de numéro 8088, on définira une relation écrit 85 478 avec comme valeur dans un premier temps le numéro du premier livre et ensuite comme deuxième valeur 8088 qui est le numéro du deuxième livre. Alors sans vouloir vous priver du plaisir qu'il y a à découvrir par soi-même les différents éléments de la solution, rappelons quelques éléments de base pour en particulier gérer correctement l'ajout d'un auteur dans la base. Il s'agit donc du code Java à ajouter derrière la gestion de l'événement clic sur le bouton ajouter.
Pour effectuer l'ajout d'un auteur, il faut donc, dans un premier temps, récupérer les informations de l'interface. Et dans un deuxième temps, se connecter à la base. La troisième étape, la plus simple, consiste à exploiter les choix de modélisation qui ont été faits. Cela passe par deux ajouts. Le premier, un ajout dans le H7 auteur, ajout du couple numéro de l'auteur suivi de son nom, puis d'une mise à jour du set qui correspond au numéro de l'auteur. On retrouve ici le couple numéro de l'auteur nom, numéro de l'auteur prénom. La même solution doit être mise en œuvre pour l'ajout d'un livre, où on va récupérer les informations de l'interface, se connecter à la base, et là aussi mettre à jour le H7 du livre, ainsi que les différences. L'ajout d'une relation dans la base est un tout petit peu plus compliqué. Après avoir récupéré les données, ce qui ne pose pas de problème particulier, il faut exploiter correctement les informations saisies dans l'interface. À partir du nom d'un auteur, il faut en particulier être capable de récupérer son numéro. Cela ne pose pas de problème particulier, il suffit pour cela de faire un hGetAll sur le H7 auteur. Souvenons-nous que ce H7 permet d'associer à un numéro d'auteur un nom, mais aussi un nom à un numéro. Par contre, les choses seront un tout petit peu plus difficiles en ce qui concerne le livre. Parce que pour le H7 livre, celui-ci ne fait l'association que du numéro de livre vers un titre et non pas du titre vers un numéro. Ainsi, il faudra imaginer un code Java qui va parcourir l'ensemble et qui va rechercher dans cet ensemble l'information pertinente. Il va donc falloir parcourir une map et définir correctement un itérateur sur la map. Cela reste toutefois d'un niveau Java tout à fait accessible pour quiconque a ou possède les éléments de base en Java. À la suite de cette recherche, eh bien, si jamais la recherche a été fructueuse, il ne restera plus qu'à faire réellement l'ajout dans la base de données. Les problèmes d'affichage qui vont concerner les deux derniers boutons en bas seront des problèmes extrêmement simples car pour les auteurs par exemple, il va suffire de parcourir la liste de tous les autres. Voilà, nous espérons que nous vous avons donné ici des différents éléments clés, que nous avons apporté un éclairage nouveau sur le travail à faire pour fournir pour cette base de données NoSQL Redis une approche pertinente et nous espérons que nous avons éclairé de manière nouvelle ou différente en tout cas la présentation que vous trouvez dans le livre. Nous vous invitons à réaliser vous-même les différentes étapes de codage et n'hésitez pas, si vous avez des difficultés particulières, à prendre contact avec nous. Voilà, très bon courage.